Cette histoire se déroule en 1329 après l'Exode, au nord de la jungle de Magouma, à l'ouest du continent tyrien. Le commandant et son groupe sont venus en aide à une escouade du pacte dont le camp a été brûlé par les Vauriens sous la coupe de la saboteuse Sabeta. Repoussant les esprits vengeurs de la forêt, ils parviennent jusqu'au camp des bandits et après un combat enflammé, réussissent à vaincre leurs ennemis et libérer les prisonniers. Cependant, aucune trace du chef d'escouade. Une équipe de reconnaissance est envoyée pour déterminer où il a été emmené. Découvrant une grotte qui semble mener au repère des bandits, le commandant est alors envoyé pour découvrir ce qui se cache au passage de la rédemption. Bienvenue dans les récits d'aventures tyriennes. Suivant le passage découvert par les éclaireurs, le commandant arrive à l'intérieur d'une caverne. Poreuse et couverte de mousse, elle n'est pas sans rappeler la caverne des cimes sèches où serpente une ligne de force. Entre les champignons géants, l'érudite Azura Glenna attend le groupe. Grâce à ses études de la magie des lignes de force, elle prétend être capable d'utiliser des brèches pour se déplacer dans le taillis abandonné. Ne sachant pas dans quel endroit dangereux elle pourrait atterrir, il n'est cependant pas judicieux de les utiliser pour progresser plus en avant sans sécuriser les lieux. D'après nos renseignements, ce réseau de grottes mène à l'intérieur de l'enceinte. Le chef d'escouade disparu est quelque part là-dedans, avec ce que les bandits ont l'air de surveiller. Ouvrez l'œil. Le moindre indice peut nous mener dans la bonne direction, ou nous en apprendre plus sur l'ennemi. Progressant dans la grotte, l'escouade est attaquée par d'étranges vermisseaux à la taille disproportionnée. Crachant du poison et utilisant leur poids pour faire trembler le sol, ils défendent leur terrier avec vigueur. Mais l'escouade a déjà affronté des créatures plus monstrueuses et parvient sans difficulté jusqu'à une caverne où un énorme paresseux se repose au beau milieu de ce qui semble être du poison dégagé par les champignons aux alentours. Génial. Cherchons comment sortir d'ici, en essayant de ne pas énerver cette chose. Devant eux, un champignon luminescent attire le regard d'un des soldats. Subjugué et comme hypnotisé par ses couleurs, il perd la tête et le croque à pleines dents. Un nuage de spores explose. Le guerrier se retrouve transformé en vermisseau et le paresseux, à qui on venait de retirer une partie de son repas, se réveille d'un bien mauvais pied. Je crois que vous l'avez mise en colère. Contre nous. L'énorme créature du nom de Paressor est loin d'être un paresseux ordinaire. Le lieu de siège de prédilection de la bête l'a amené à être aux premières loges de la magie déversée par Mordremoth à sa mort, lui conférant de nouvelles capacités et une robustesse incroyable. Agacé par son champignon disparu, il se dirige fermement vers le groupe, ses pas lourds faisant trembler la caverne jusqu'à faire s'effondrer l'entrée derrière l'escouade. Pendant ce temps, le soldat transformé en vermisseau ne semble plus maître de lui-même. Mu par son implacable estomac, il se dirige vers l'un des nombreux champignons responsables de la diffusion du poison et l'avale d'une seule bouchée, dissipant les toxines aux alentours. Cette étrange transformation permet néanmoins de dégager un passage pour l'escouade affrontant la bête. De son côté, Paressor continue de marteler le sol pour faire tomber de lourds rochers sur le groupe, et son haleine fétide lui permet de cracher un puissant lance-flamme sur ses adversaires. Fort de sa résistance décuplée par la magie, il se permet même quelques siestes en plein combat, mais le réveil douloureux déplaît à la créature qui pousse un hurlement si terrible qu'il ferait fuir les soldats vétérans les plus résilients. Gêné par ses adversaires qui lui tournent autour, Paressor décide de se secouer, libérant des sacs de spores sur le groupe. Empoisonné, explosif, enflammé, l'éclatement des sacs pouvant lacérer la peau, ce sont de véritables cocktails mortels qui viennent tourmenter l'escouade. Comme si ça ne suffisait pas, de nombreux vermisseaux viennent prêter main forte à la créature imprégnée de magie. Leur crachat enflammé est un véritable fléau, et le groupe parvient difficilement à s'en sortir, utilisant des magies de renvoi pour se couvrir. Grâce aux efforts de tous et à l'appétit étrange pour un champignon luisant, Paressor est vaincu. Alors que la magie s'échappe de lui, le corps lourd de la créature heurte le sol et fait s'effondrer le fond de la grotte, offrant une sortie au commandant. Mon crâne! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Le cadavre de cette créature libère de la magie. De l'énergie émane de toute cette zone. Prenez un instant pour souffler. Ensuite, en route. Se servant des champignons pour gravir la grotte, l'escouade parvient enfin à apercevoir son objectif.
Le camp de bandits, où sont retenus les prisonniers. Protégés par les soldats embusqués, le groupe s'assure de pouvoir prendre le camp d'assaut en toute sécurité. Nous y sommes presque. Continuez. Contournant le camp fortifié à la recherche d'un plan de bataille, ils longent l'imposant mur derrière lequel réside la vallée des esprits, et tombent sur un petit campement à l'odeur nauséabonde. La pile de cadavres encore fumante ne laisse aucun doute sur le sort qui est réservé aux captifs. Sous la tente, à côté d'une étrange dague semblant être fabriquée à partir de pierres de sang, un journal appartenant vraisemblablement à l'un des bandits permet au groupe de voir un peu plus clair sur la situation. J'ai séparé Bennett du reste des prisonniers. Mathias voulait lui parler en personne. J'ai eu 3 plaintes de plus au sujet de piqûres d'abeilles. J'ai demandé à Berg de s'occuper du problème, mais il se plaint d'être allergique. Les wargs sont extrêmement grincheux ces derniers temps, surtout avec Zane. Je l'ai surpris à cracher dans les cages et à frapper sur les portes. Ces chiens veulent le tailler en pièces. Sabetta a montré à Narella comment mélanger le carburant de son lance-flamme afin qu'il brûle à de hautes températures. La nouvelle formule fonctionne très bien, mais elle est instable. Nous avons dû éteindre 2 incendies hier. Chaque information sur l'ennemi peut s'avérer décisive. Gardant ces notes dans un coin de leur crâne, la fouille du petit camp leur permet de mettre la main sur une autre note, indiquant que la présence de Gorseval dans la forêt imposait aux bandits de se débarrasser des corps d'une autre manière, expliquant la pile encore fumante à côté d'eux. Le camp fortifié ne laisse pas beaucoup d'options pour lancer l'assaut, mais sa défense reste néanmoins assez rudimentaire. Un assaut éclair pourrait permettre de les prendre au dépourvu et de faire de gros dégâts avant que l'adversaire ne puisse être en état de réagir. C'est la stratégie choisie par le groupe, qui lance sans plus tarder son attaque sur la forteresse. Tuez les envahisseurs. Ensuite, chargez-vous des prisonniers. Ils en savent trop. La stratégie du commandant permet de porter un premier coup décisif sur les fortifications ennemies. La plupart des bandits sont déboussolés et se retrouvent à terre avant même d'avoir pu comprendre ce qui se passe. Une maigre justice faisant écho à l'assaut surprise sur le campement du Pack de Falguir. Cependant, cela ne suffit pas à arrêter les bandits, plus nombreux que prévu. En un instant, les squads passent d'attaquants à défenseurs. Les saboteurs bandits tentent de poser des explosifs près des cages pour faire sauter les prisonniers. Le groupe n'a pas fait tout ce chemin pour échouer si près du but. Nul ne m'échappe! Alors que le combat se poursuit, une puissante voix résonne à travers la forêt, alors qu'une tempête de neige tombe subitement sur le fort. Le puissant dérèglement climatique perturbe tous les combattants, autant alliés que ennemis qui, même s'ils semblent en connaître l'origine, ne masquent pas leur inquiétude. Assurez-vous que personne ne sorte! Sautant dans l'arène, le premier des 3 leaders du camp de prisonniers, Berg, empoigne son marteau et combat les squads. Protégé par son imposante armure, il parvient à tenir tête aux combattants. Cependant, toute information sur l'ennemi est utile. Le journal présent dans le petit camp annexe parlait de l'allergie de l'humain aux abeilles. D'un tir précis, l'un des alliés vise une ruche accrochée aux arbres, s'en empare et la jette directement sur Berg. Un coup bas, mais la fin justifie les moyens. Le bandit, pris de panique, est bien moins régulier dans ses mouvements et se retrouve finalement vaincu. Vous avez perdu. D'autres arrivent de l'Est! Ayant eu écho du combat, les bandits aux abords du camp viennent renforcer les troupes adverses. L'attaque surprise de l'escouade se retourne finalement contre eux et ils se retrouvent pris en tenaille bien rapidement. Tentant de faire taire les prisonniers, les bandits n'hésitent pas à faire appel à des saboteurs munis de puissantes bombes. Heureusement, les soldats entraînés sont réactifs et parviennent à déjouer leur plan, jusqu'à ce que Zane saute dans la bataille. Pas de quartier. Tout le monde à mort. Le bandit, muni de ses 2 pistolets, dispose d'une grande mobilité en usant de foulées de l'ombre. Très habile, il met rapidement l'escouade en difficulté en se déplaçant rapidement avant de vider son chargeur pour disparaître à nouveau la seconde d'après. Mais depuis son arrivée, les wargs aux alentours semblent pris d'une violente rage. Se rappelant les notes du journal mentionnant la maltraitance effectuée par Zane à leur rencontre, les alliés tentent le tout pour le tout en ouvrant les cages. Les imposantes bêtes déchaînées libérées de leur cage se ruent sur le bandit, et grâce à leurs puissantes mâchoires, ils déchiquettent l'humain jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Les ennemis ne reculent dès lors devant rien pour faire taire à jamais les prisonniers. Les quelques survivants à l'extérieur du camp chargent leurs mortiers et font pleuvoir une pluie d'explosifs. Bravant le ciel enflammé, de courageux soldats utilisent les plateformes de projection et rejoignent les quelques dissidents isolés. Il n'en reste désormais plus qu'une.
Narella, fier disciple de Sabeta, lui rend honneur en manipulant un puissant lance-flamme. Tout aussi dangereuse que sa défunte mentor, elle déverse dans le camp des gerbes de napalm enflammées, empêchant les squads de venir l'affronter au corps à corps. Pire encore, en surchargeant son arme, elle est capable de créer des tornades de feu tout autour d'elle, la rendant pratiquement intouchable. Si la terrible pyromane est inatteignable, la seule solution s'offrant au groupe est de lutter le feu par le feu. Profitant des réserves aux alentours, l'un des combattants lance un baril d'huile aussi fort que possible sur Narella. Le mélange, instable à l'intérieur, prend feu immédiatement. Une tempête explosive recouvre la jeune humaine et son corps sans vie heurte le sol, se transformant lentement en cendres sous la chaleur accablante des flammes. Le camp des bandits devient dès lors silencieux. Seul le crépitement des flammes se fait entendre, alors que les prisonniers retrouvent enfin leur liberté. Loué soit Dwayna. Sans votre arrivée, nous aurions fini comme les autres. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y en a d'autres comme nous. Plus un soldat qu'ils ont amené ici. Où les ont-ils emmenés? Au nord, aucun de ceux qu'ils ont emmenés là-bas n'est revenu. Nous avons dégagé un passage pour sortir de l'enceinte. Rassemblez les vôtres et passez par la caverne, à l'est. Le pacte a installé un campement à l'entrée de la jungle. Ils auront de quoi vous soigner. En route! Toujours introuvable, le chef des squads pourrait bien être ce soldat emmené. La traque continue avec la seule piste à leur disposition, le nord. Profitant des plateformes de propulsion et des courants d'air de la jungle, le groupe rejoint la corniche surplombant le camp désormais vide. Il découvre alors une vision d'horreur. J'ai un très mauvais pressentiment. Sobrement appelée la gorge de l'homme mort, les lianes inertes de Mordremoth ajoutent un malaise au paysage déjà lugubre. La forteresse délabrée fait pâle figure à côté de l'imposant temple orné de drapeaux rouges s'élevant du promontoire. En contrebas, d'autres cadavres d'innocents en décomposition viennent s'ajouter à la liste déjà longue des atrocités de l'ennemi. Abattant tour à tour les ennemis défendant l'édifice, le commandant et sa troupe parviennent à s'approcher petit à petit du temple étrange. Ils atteignent la place centrale en ruine, surplombée par un impressionnant flux de magie. Servant de camp de travail pour les prisonniers, le groupe promet de venger les défunts et de revenir les libérer dès que la zone sera sécurisée. Bennett y étant introuvable, ils doivent se hâter. Ils traversent un petit cimetière composé essentiellement de tombes récentes de 1315 à 1328 et tombent nez à nez avec un portail Azura. D'après l'historique, celui-ci était jadis relié au fort du Vandal, dans les terres sauvages de Brisbane. Détruit depuis l'éveil de Mordremoth, il devait servir au ravitaillement du camp de la jungle. Gravissant les marches du temple, les humains et historiens comprennent avec effroi l'ampleur de la menace qu'ils allaient affronter. Les bannières et les statues décorant l'édifice ne laissent pas place au doute. Au centre du temple de la rédemption, l'escouade ne peut empêcher le sacrifice de sang en faveur des dieux invisibles. Le chef d'escouade Bennett, emprisonné dans une cage, est le suivant sur la liste. Pour le sauver, ils devront avant tout vaincre Mathias Gabriel, l'inquisiteur du blanc manteau. Je suis le faucheur qui apporte la rédemption, et je vais moissonner les âmes des infidèles. Ces mêmes mots, prononcés 257 ans plus tôt par le justicier Ablion, résonnent dans le temple. À peine le combat commencé, Mathias se protège derrière un bouclier magique, le couvrant de toute attaque extérieure, tout en lui permettant de lancer des projectiles étranges de son bâton de pierre de sang. Les mages de l'escouade font preuve d'une incroyable réactivité, en dressant à leur tour un mur magique à l'image de celui de leur adversaire, renvoyant son attaque. La nature unique des éclats de pierre de sang entre en résonance avec le bouclier composé de la même magie, qui finit par s'effondrer, rendant vulnérable l'inquisiteur. Tout en déposant des plaques de givre sur le sol, Mathias riposte rapidement à la perte de sa protection, en attrapant l'un des guerriers. Votre sacrifice lui donnera vie. Un énorme fragment de pierre de sang apparaît alors au-dessus du prisonnier immobilisé. Si les alliés ne réagissent pas, il sera sacrifié au nom des dieux invisibles. Lâchant leur attention de l'humain, ils concentrent leur force sur l'imposant cristal en vue de le détruire. Voilà qui risque de lui déplaire. D'un seul coup, le froid glacial de la pièce laisse place à une chaleur extrême. La magie coule dans mes veines. Les éléments m'obéissent. L'élémentaliste du blanc manteau offre une grande maîtrise de sa magie destructrice. En plus d'atterrir l'escouade, la puissance enflammée chauffe le sol du temple à de si hautes températures que les soldats doivent rester en mouvement en permanence s'ils ne veulent pas fondre sur place.
Comme si ce n'était pas suffisant, Mathias est capable de surcharger ses adversaires avec de la magie, même s'ils sont capables de s'en décharger. Ce n'est pas sans conséquence, puisque sous leurs pieds se forme un puits du profane, une vieille magie de nécromant qui vient corrompre la zone, maudissant quiconque y demeurera trop longtemps. Après le givre et la canicule, c'est désormais une pluie torrentielle qui vient s'abattre jusqu'à l'intérieur du temple. Le moindre faux mouvement engendre alors une glissade pouvant s'avérer mortelle dans un combat de cette envergure. Usant à nouveau de sa magie, Mathias fait surgir une corruption sur l'un des membres de l'escouade. S'il ne trouve pas un moyen de s'en débarrasser, il risque de mourir dans d'atroces souffrances. Suffocant, le mal ronge le guerrier qui se précipite auprès d'une des fontaines bénites du temple. Le destin joue alors en sa faveur. L'eau mystique du taillis abandonné prend une teinte rouge sang en absorbant le poison qui malmenait le soldat désormais tiré d'affaire. Pris par une rage démentielle, Mathias ne parvient plus à contrôler l'incroyable quantité de magie qui émane de lui. Aucun être vivant ne peut réellement contrôler la pierre de sang. Dans un fracas assourdissant détruisant une partie du temple, l'inquisiteur irradie et prend la forme d'une énorme abomination parsemée de fragments de pierre de sang à même la peau. Inclinez-vous devant le blanc manteau. L'énorme créature déchaîne sa puissance à travers ses attaques dévastatrices. Concentrant la magie dans ses mains, il lance une boule d'énergie destructrice qu'il nomme le regard de l'oppresseur. Mathias ne contrôle désormais plus rien. L'environnement change sans cesse entre canicule, pluie et blizzard. L'explosion des fragments de pierre de sang ne manque pas de déstabiliser la magie environnante. Les esprits vengeurs sacrifiés traversent le temple à la recherche d'âmes à dévorer. Il laisse éclater sa rage et projette des cristaux de pierre de sang dans toute l'arène, espérant abattre un ou deux adversaires. Néanmoins, le groupe résiste, et au prix d'une bataille sans merci, Mathias Gabrel explose dans un éclat de lumière. L'inquisiteur du blanc manteau n'est plus. Après tant de combats, Bennett, le chef d'escouade du pacte, est enfin libre. La mission est désormais terminée. À moins que... Merci. J'aimerais pouvoir fêter ça, mais nous n'avons pas le temps. J'en ai bien peur. Regardez autour de vous. Ces bannières, leurs armes, leurs tenues, tout les désigne comme des fanatiques religieux. Les Mursates s'en prenaient aux faibles, aux plus sensibles, qui les vénéraient ensuite comme des dieux. Sous le nom de Blanc Manteau, ces convertis sacrifiaient des innocents et ont même renversé la monarchie chrétienne. Ils ont semé le chaos en Tyrie, mais pas pour longtemps. Après leur défaite, leurs quelques survivants se sont dispersés pour se cacher. Mais depuis, de petits groupes d'adeptes fanatiques travaillent dans l'ombre. Si le Blanc-Manteau opère depuis tout ce temps sans problème, je n'ose imaginer sa puissance. Il sacrifie des gens et utilise leur magie, mais pourquoi faire? Les Mursates sont tous morts. À moins que... Non, je ne veux même pas y songer. Bennett est libre, mais ce n'est pas le seul prisonnier encore sur place. Retournant au camp de travail, ils annoncent la bonne nouvelle. Les voilà. Écoutez-moi tous. Vous êtes libres de partir. Oh, Dwayna Swellway, vous êtes occupé de l'inquisiteur? Vous êtes vengés et en sécurité. Nous ne serons plus jamais en sécurité. Ils vont découvrir ce qu'il s'est passé ici. Le blanc manteau, vous voulez dire? Oui. Leur magie est sans commune mesure, et elle se renforce. Ils sont encore plus cruels que puissants. Prenez une arme. Il faut partir. Allez, vite! Je n'arrive Je pas me à y prépare croire. pour la route. Tania, on rentre chez nous. Les prisonniers désormais libres, l'escouade peut enfin faire le point sur ce qu'elle vient d'apprendre. Quelque chose de terrible se cache encore au cœur de la forêt. La mission de sauvetage se conclut par une victoire, mais le temple de la rédemption n'est qu'une partie de l'iceberg. Le retour du blanc manteau annonce un avenir sombre pour la Crite, qui se jouera lors du dernier chapitre du taillis abandonné dans le prochain récit d'aventure tyrienne.